Binge Audio présente. Salut, c'est Thomas Rozek. « 25 février 2011, le corps de Jean Mériadec Le Tarnec est retrouvé dans la Deûle. 2 jours plus tôt, c'était le corps de Thomas Ducrot. Octobre 2010, Jean Anny est repêché face au jardin Vauban, mais ce n'est pas les seuls. Charles Quemin en 2009 et en 96, Philippe et Yann. Des morts classées accidentelles tout d'abord pour ces 2 jeunes hommes, mais après réouverture de l'enquête, la piste criminelle est établie. On est nombreux et nombreuses à avoir croisé dans nos vies des faits divers étranges qui nous ont marqués. Des histoires locales qui ne font pas toujours la une, en tout cas pas tout de suite, et qui commencent d'abord par alimenter les discussions autour de nous. Moi, je me souviens d'une affaire étrange, un corps retrouvé à Brest au pied d'un grand escalier célèbre dans la ville, un homme totalement nu, ses vêtements pliés, posé dans une poubelle 15 mètres plus haut. On n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé, possiblement un suicide, mais les rumeurs les plus folles ont circulé sur l'histoire à l'époque. Parce que ces affaires, elles peuvent vite prendre les atours de la simili-légende urbaine, voire tourner carrément à la psychose. C'est ce qu'il s'est passé à Lille, il y a une dizaine d'années, autour d'un canal, la Deûle, dans lequel en quelques mois, 5 hommes ont été retrouvés noyés. Aujourd'hui, un livre tente de percer quelques-uns des mystères de ce dossier toujours ouvert du côté de la justice et des forces de l'ordre et dont on va parler dans notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invité, c'est mon confrère Thomas Status, qui signe donc en ce mois de janvier ce fameux livre, Les Morts de la Deûle, chez J.C. Lattès, dans l'excellente collection Les Invisibles. J'ai commencé assez logiquement par lui demander de remonter avec moi le fil de cette histoire démarrée il y a plus de 10 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'en un an, entre octobre 2010 et novembre 2011, il y a 5 disparitions et 5 morts, on va dire, suspectes et non élucidées, qui se passent à Lille, autour de ce canal qui s'appelle la Deûle, qui est donc le canal qui traverse Lille, qui est un canal où il n'y a pas grand monde qui se baigne. C'est une voie navigable, donc il y a des péniches qui y passent. Et donc, rapidement, en fait, ces morts non élucidées provoquent pas mal d'émoi, à la fois dans la communauté, on va dire, un peu des fêtards, pour dire ça un peu rapidement, ou chez les étudiants, parce que en fait, tous, ce sont des jeunes hommes qui ont tous disparu après une soirée assez alcoolisée, pour le coup. On verra, l'alcool est un élément assez central, du moins dans l'enquête de police telle qu'elle a été menée. Et en fait, ça touche évidemment les milieux de la nuit, mais aussi les milieux étudiants, puisqu'il y en a 2 qui sont étudiants, notamment à l'Institut catholique de Lille, qui est la plus grosse université catholique de France. Donc assez rapidement, se propage la rumeur qu'il y aurait un pousseur, plusieurs pousseurs, que peut-être certains auraient été kidnappés pour leur piquer leurs organes. Et assez rapidement, effectivement, la ville est complètement parasitée par tous ces bruits un peu contradictoires, ce qui crée à la fois une ambiance particulière dans les rues de Lille, mais aussi effectivement une panique un petit peu de l'institution judiciaire et aussi de la municipalité qui très rapidement s'est dégainée alors des plans contre l'alcoolémisme des jeunes. C'est d'ailleurs à cette époque-là dont datent aussi les premiers arrêtés de la mairie de Lille sur la fermeture aussi plus tôt des bars. En fait, toute cette politique qui a été menée ensuite sur la tranquillité du voisinage date un peu de cette époque-là. Donc disons qu'il y a cette angoisse dans le milieu juvénile et chez les étudiants et les gens de la nuit. Et puis effectivement, il y a ces morts sur lequel on n'a pas forcément de réponse. Et tout ça alimente une psychose qui, en plus, est alimentée à chaque fois qu'une nouvelle personne tombe dans la Deûle, puisqu'en fait, il y en a un qui tombe en octobre, puis il y en a 2 au début de l'année 2011, puis il y en a un en septembre 2011, et le dernier, enfin, en novembre 2011. Donc, en fait, tous les 3 mois, c'est l'occasion aussi pour la presse locale et nationale, d'ailleurs, de remettre une couche sur ces disparus, en fait. Et tout ça alimente un climat, effectivement, un peu chargé à Lille, à l'époque. Dans un premier temps, vers quoi se dirige l'enquête ? C'est quoi les premières conclusions des enquêteurs qui pistent ces disparitions et ces morts mystérieuses ? Alors, là, on touche un peu la difficulté de résumer cette affaire de manière synthétique, c'est qu'il y en a 5. Donc, parce qu'au début, les enquêtes ne sont pas liées. Non. Au début, en fait, les enquêtes, de manière assez systématique, elles sont ouvertes pour disparition inquiétante, qui est un peu la procédure classique. Mais on va dire ce qu'elles ont de commun, c'est que assez rapidement, l'élément, on va dire, délictuel et peut-être criminel qui pouvait être une explication de ces morts-là est assez vite évacué. C'est-à-dire que assez vite, les enquêteurs semblent conclure que c'est purement accidentel. Alors,
comme je disais, l'alcool est un élément très important de cette enquête-là, puisque les enquêteurs décident assez rapidement et concluent que, grosso modo, c'est parce qu'ils ont bu, tous ces hommes ont en commun d'avoir effectivement un coup dans le nez. Et donc, c'est à cause de cette alcoolémie qu'ils se sont approchés de la Deûle, probablement pour uriner, d'ailleurs, c'est l'explication qu'ils proposent, et qui sont ensuite tombés, puis, en raison de leur alcoolisation et du poids de leurs vêtements, se sont noyés dans l'eau. Et donc, c'est assez rapidement là-dessus que les enquêteurs se focalisent. Pour les 4 premiers cas, pour le dernier cas, qui est le cas, on va dire, celui qui provoque la réouverture de l'enquête, qui est celui d'un rocker qui s'appelle Hervé Rybarczyk, qui a ça de différent avec les autres, qu'il est plus âgé. Hervé Rybarczyk, là, les enquêteurs concluent carrément, on va dire, à une tentative de suicide. Parce que, passé un peu erratique, c'était un rocker avec une situation familiale, disaient les enquêteurs, assez instable, qui est quelque chose que contestait bien sûr sa famille, et continue à le contester. Et donc, effectivement, ils ont conclu, là, pour le coup, que c'était probablement une tentative de suicide. Mais en tout cas, rien de criminel et rien de délictuel. Voilà. On a mentionné les familles, notamment celle d'Hervé Rybarczyk. Comment les familles, elles, réagissent? Parce que je crois qu'il y a assez peu d'adhésion aux théories des enquêteurs, sur que ce soit accidentel ou donc volontaire. Alors, je pense que ce qu'elles ont en commun, les familles des victimes dans cette affaire des noyés de la Deûle, ce qu'elles ont en commun, c'est d'abord une forme de sidération par rapport à la machine justice, de manière générale. Je mets des gros guillemets derrière la machine justice, mais c'est des gens qui sont pas forcément très au fait du fonctionnement d'une instruction judiciaire et des différents, on va dire, jalons dans la chaîne qui se déclenche après l'ouverture d'une enquête. Et donc, dans un premier temps, elles comprennent pas grand-chose, à vrai dire. Ça va très très vite. Alors, on leur demande des choses qui leur semblent très très violentes et qu'elles comprennent pas forcément, comme la mère, par exemple, de Loïc Dandrieux, qui est le 4e noyé de la Deûle. Les enquêteurs lui demandent de prélever un de ses vêtements dans son appartement pour qu'il puisse relever l'ADN, ce qui, elle le vit comme quelque chose d'extrêmement violent. Ils sont pas forcément toujours mis au courant des avancées de l'enquête. Ils sont pas forcément toujours entendus. Donc il y a d'abord effectivement cette sidération qui va aussi avec, on va dire, une grosse attention médiatique. Et c'est le deuxième élément, c'est que c'est vrai que elles sont tout de suite, à part Hervé Rybarczyk, pour le coup, qui est un peu à part, elles sont tout de suite vraiment sous l'œil de la presse, avec beaucoup d'appels, beaucoup de questionnements, une affaire qui va très très vite, où effectivement il faut se rappeler, à l'époque les chaînes d'information continue faisaient des directs sur les pompiers qui sondaient les canals de la Deûle, donc c'était quelque chose de très médiatisé. Et en dernier lieu, oui, elles adhèrent pas, et elles adhèrent d'autant plus pas qu'on va dire que pendant des années on leur a dit que il n'y avait rien à voir. Et l'enquête a été réouverte en 2017 avec de nouveaux éléments pour Hervé Rybarczyk. Et disons que depuis la réouverture de cette enquête, effectivement, même si c'était accidentel, je pense qu'elles ont l'impression que pendant des années, on leur a caché au moins une petite partie de l'histoire. Et donc, comment en fait maintenant se dire que et s'il y avait d'autres choses cachées, et s'il y avait d'autres choses qu'on ne nous avait pas dit, et si en fait l'enquête va nous permettre d'entrevoir d'autres choses. Comment ça bascule, cette histoire? Comment est-ce que, après avoir tenu pendant des années le discours autour de l'accidentel ou du volontaire pour un des cas, les enquêteurs changent de piste et se décident déjà à unir les cas et à trouver peut-être la piste criminelle? En fait, ce qui se passe, c'est un peu un hasard. Enfin, c'est pas un hasard, mais c'est, on va dire, le hasard des enquêtes judiciaires. Ce qui se passe, c'est que dans une enquête sur le milieu d'extrême droite en Picardie, donc sur un gang de skinheads picards qui répond au nom du White Wolf Clan, le clan des loups blancs, il y a un prévenu, qui d'ailleurs à l'époque est en détention préventive, qui s'appelle Jérémy Mourin, qui en gros est un skinhead picard assez identifié par les services de police, qui a, on va dire, un CV assez long dans l'extrême droite. C'est un ancien cadre d'un mouvement qui s'appelle les JNR, qui était les Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires, qui est un mouvement d'extrême droite qui a été monté par un monsieur qui s'appelle Serge Ayoub, qui est un peu le patron historique des skinheads parisiens. Donc ce Jérémy Mourin, alors qu'il est mis sur écoute et qu'il est incarcéré sur son téléphone portable, parle au téléphone avec un interlocuteur, une interlocutrice en l'occurrence. Ce que les enquêteurs comprennent, c'est qu'il a des éléments, ou du moins des informations, sur un meurtre qui aurait eu lieu à Lille des ans plus tôt. Et donc, ce qui se passe, c'est que à partir de là, les gendarmes qui suivent l'affaire en Picardie font ce qu'on appelle un soit transmis, transmettent l'enquête au parquet de Lille en lui disant « Écoutez, il y a peut-être des éléments qui pourraient vous intéresser ». C'est à partir de ces déclarations et des déclarations de ses camarades du White Wolf Clan qui corroborent ce récit en disant que Jérémy Mourin
à l'époque, se vantaient d'avoir participé à une expédition punitive qui avait abouti à la mort de quelqu'un, que en fait les juges lillois demandent la réouverture de l'enquête et confient cette fois-ci l'enquête pas à la police, mais à la gendarmerie, qui a en gros comme mandat, effectivement, de réouvrir toutes les enquêtes sur le noyé de la Deûle et d'essayer de voir s'il y a des points communs ou s'il y a eu des angles morts à l'époque. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Alors, ils ont trouvé principalement une chose pour le dernier cas qui concerne Hervé Rybarczyk. Ils ont trouvé une chose principale, c'est qu'ils se sont rendus compte que donc, ce rocker, Hervé Rybarczyk, qui est donc le leader d'un groupe de punk qui s'appelle les Ashtons, qui est un groupe de punk un peu connu à Lille, dans le milieu alternatif. Son histoire, c'est qu'il sort d'un bar, il est assez alcoolisé, et après, pouf, plus de réponse, il disparaît, on le retrouve dans la Deûle 2 semaines plus tard. Ce que les gendarmes finissent par établir, c'est que au terme de la soirée se termine pas exactement comme ça. C'est qu'Hervé Rybarczyk, quelques rues un peu plus loin que là où est le bar, pas du tout à proximité de son domicile. Donc, il y a encore une incertitude sur pourquoi il se retrouvait là. Il croise 3 personnes qui sont assez connues, encore une fois, des policiers à l'époque, qui sont un militant skinhead qui s'appelle Johan Muth, qui est connu pour avoir été condamné dans l'affaire du vice-versa, qui est une vieille affaire lilloise aussi, c'est-à-dire c'était une agression de militants d'extrême droite qui avait agressé un bar gay qui s'appelle le vice-versa à Lille. Et donc il avait été condamné dans le cadre de cette affaire. Il croise ces 3 militants skinhead. Voilà. Il les croise à 2h du matin, complètement alcoolisés. Les militants skinhead allaient au début se défendre en disant on s'est un peu moqué de lui parce qu'il était alcoolisé, parce qu'il avait l'air d'être un opposant politique. Hervé Rybarczyk n'était pas particulièrement militant, mais c'est vrai qu'il avait l'air plutôt d'un punk de gauche, quoi. Et finalement, les enquêteurs finissent par comprendre qu'ils se sont peut-être un petit peu plus moqués de lui. Ils l'ont peut-être un petit peu frappé. Il y a peut-être eu des échanges de coups, et il y a eu des échanges de coups de gazeuse, de gaz lacrymogène. Et après, le récit s'arrête là, en fait, finalement. C'est-à-dire que, faute d'éléments matériels, on est quasiment 7 ans après les faits, faute d'éléments matériels, il est facile en fait d'établir plus que ça. Et ce qu'on sait en revanche, c'est qu'à cette époque-là, avant de mourir, Hervé a croisé ces 3 personnes. Et c'est l'élément qui aussi réouvre toute l'enquête, réouvre toute cette psychose dont on parlait, et fait quand finalement toutes les familles se posent la même question. C'est-à-dire, est-ce que les mêmes personnes sont impliquées dans les autres homicides ? Ce que l'enquête n'établit pas du tout pour le moment. Il n'y a aucun élément qui permette de dire ça. Mais disons que, on va dire, ce faux départ de l'enquête judiciaire produit cette impression, encore aujourd'hui, chez les familles des victimes, de quelque chose de pas fini. Quand tu es allé, toi, à la rencontre de ces milieux, et notamment du milieu skinhead, qui est important dans cette histoire, comment tout ça est perçu ? Quels échos subsistent de ces affaires, voire quelles infos subsistent de ces affaires ? Il y a un élément du livre qui n'est pas attaché à ces affaires, qui est une narration autour du milieu du skinhead, de ses codes, etc. Mais on va dire que sur l'affaire à proprement parler, la plupart des gens que j'ai rencontrés ne croient pas effectivement à la thèse les skinheads auraient fait tous les coups. Ça, effectivement, c'est quelque chose auquel ils n'y croient pas. Et de manière générale, je pense que ça aurait été étonnant que je croise des gens qui me disent « Ouais, c'est sûr, ils les ont tous fait ». En revanche, ce qu'ils racontent à peu près tous, et c'est un élément qui n'apparaissait pas dans les enquêtes judiciaires à l'époque et qui est aussi un des points de départ, c'est qu'à l'époque, pour les gens que je pense qui ont fréquenté les rues de Lille à cette époque-là, c'est qu'il y avait une vraie tension politique, tension très locale, entre l'extrême droite et l'extrême gauche, à un moment où Lille était pas la capitale de l'extrême droite française, parce que c'est pas bien de parler en superlatif, mais on va dire était une place où il y avait, de manière assez fournie, des milieux assez radicaux, assez présents, et une extrême gauche de l'autre côté, effectivement, notamment les milieux antifascistes, assez présents aussi. Donc, l'un dans l'autre, ça faisait parfois boum. Ça faisait parfois boum le soir, à la sortie des bars, et ça participait un peu de cette guerre un peu contre-culturelle et sous-culturelle qui n'était pas très documentée. Et disons que ce que disent la plupart des militants d'extrême droite, effectivement pour revenir à ta question, c'est que non, ils ne savent pas s'ils ont fait le coup. En revanche, ce qu'ils savent, c'est qu'à l'époque, ça se bagarrait un peu dans les rues de Lille. Et ça se bagarrait même plus qu'un petit peu. Et c'est un élément de décor de cette histoire. Ça, c'est indéniable. L'autre part du décor, on a commencé à le dire, c'est
la grande vivacité, je ne sais pas si le terme est approprié, de ces courants d'extrême droite radicaux, souterrains, qu'on connaît souvent très mal, dans ce coin du pays. Qu'est-ce qui explique que ce soit devenu un tel point de rassemblement, Lille, pour ces milieux skinhead? Il y a plein d'éléments de réponse. De manière générale, d'abord, il faut rappeler, il y a un peu un côté géographique. C'est vrai qu'il n'y ait pas initialement une culture marquée politiquement à droite, qui est plutôt une contre-culture ouvrière qui naît en Angleterre à la fin des années 60. Et donc, il y a une contre-culture britannique. La Belgique et les Pays-Bas sont des pays d'importation assez forts des contre-cultures britanniques. Donc, c'est pas absurde qu'effectivement, la proximité de ces pays-là fait que le nord de la France, en fait, il y ait beaucoup de skinhead. Ça, c'est un peu le premier élément de réponse. Après, telle qu'elle s'est construite, cette culture skinhead, elle s'est toujours construite sur un sentiment ouvrier un peu frustré. Et c'est vrai que le Nord, en la matière, est une région où, avec la fermeture des hauts fourneaux, des usines, effectivement, il y avait un vivier politique où ces contre-cultures pouvaient imprimer, je pense. Et aussi également, et ça c'est un point aussi qui est assez important, c'est que c'est aussi une histoire étudiante. C'est que Lille est une ville très très étudiante, et c'est vrai que, c'est une généralité ce que je vais dire, mais c'est vrai que les mouvements d'extrême droite utilisent aussi comme creuset les organisations étudiantes. Et donc de fait, c'est pas absurde de voir dans une région ouvrière, proche de la Belgique, où il y a beaucoup d'importations de sous-culture britannique, une région aussi très densément peuplée, puisque c'est plutôt des sous-cultures, on va dire, urbaines. Le skinhead, il y a des skinheads de campagne, puisque Jérémy Moura en est un, mais en général, c'est quand même plutôt à la ville. C'est pas absurde. Et effectivement, il y a aussi la fixation à l'époque à Lille, et ça, c'est plus, pour le versant, on va dire, plus histoire personnelle, de deux figures très tutélaires de l'extrême droite, qui sont Claude Herman et Serge Ayoub. Et effectivement, leur inscription dans un contexte très local, effectivement, inspire une génération de militants et ils rassemblent autour d'eux beaucoup de militants. Claude Herman, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'histoire récente de l'extrême droite dans le Nord, c'est qu'il y a deux moments, à Lille du moins, il y a deux moments assez importants. C'est d'abord le moment, on va dire, la Maison Flamande, qui est en fait... Claude Herman, à la fin des années 2000, ouvre un estaminet identitaire, une maison. En fait, c'était un bar associatif où il fallait avoir une carte pour entrer, qui s'appelle la Maison Flamande. Et dans ce bar, effectivement, toute une génération de militants radicaux, mais pas uniquement. D'ailleurs, à l'époque, on avait fait un papier pour Street Press où on racontait qu'il y avait des cadres du Front National qui allaient à la Maison Flamande, se retrouver là pour boire des bières et un peu sympathiser. Donc ça, c'est le premier moment qui, en fait, et à l'époque, toute la bande un peu de skin dont on parlait, qui arpentait les rues de Lille, se retrouve au bar de cette Maison Flamande. Alors, Claude Herman leur dit pas d'aller commettre des méfaits, d'aller se battre, ça c'est pas vrai. En revanche, ils sont tous là, et c'est là un peu qu'ils apprennent les ficelles du métier, si je puis parler comme ça, en rencontrant d'autres militants, en rencontrant des gens. Et c'est rigolo, le parallèle est à faire avec la Citadelle aujourd'hui, qui est le nouveau bar identitaire qui a ouvert dans les rues de Lille, qui est ouvert par Génération Identitaire, dont certains des membres d'ailleurs et de certains des figures de proue étaient déjà présents à l'époque des faits. Donc, il y a un peu ça. Et Claude Herman, il y a un autre élément qui est assez intéressant et qui a été assez passé sous silence dans l'enquête, et qui est un des éléments que j'ai réussi à confirmer, c'est que Claude Herman, aux côtés de Johan Muth et de Jérémy Morin, a été entendu, en fait, en 2012, dans le cadre de cette enquête. C'est-à-dire que quand Hervé Rybarczyk disparaît, en 2012, les policiers obtiennent un renseignement anonyme qui leur dit: écoutez, il semblerait que les skinheads ne soient pas très loin de cette affaire-là et que ce soir-là, il y ait eu une bagarre. Les policiers n'ignorent pas le tuyau, en fait. Ils entendent, à l'époque, Claude Herman, Johan Muth et Jérémy Morin, le même jour, à la police judiciaire de Lille. Et ils leur posent la question, en leur disant est-ce que ce soir-là, vous vous êtes battus, etc. Et leur réponse, évidemment, est de dire bien sûr que non, non, c'est pas vrai. Mais ce qui interpelle, c'est que les policiers n'ont fait aucune autre espèce de vérification. C'est-à-dire qu'il y a dans les enquêtes judiciaires, il y a la possibilité, effectivement, notamment d'utiliser les relevés de bornage, savoir où est-ce que vous étiez en fonction de votre téléphone. Rien n'a été fait à l'époque. Et c'est un élément d'autant plus intéressant que la version officielle, on va dire, du parquet, a été de dire que l'élément skinhead de l'enquête n'est apparu qu'en 2017. Ce n'est qu'en 2017, selon plutôt les communications qui ont été faites, que les enquêteurs se rendent compte, évidemment, que les skinheads ne sont pas très loin de cette affaire. Et alors,
ce que j'arrive à établir, c'est qu'en fait, non, c'est pas vrai. En 2012, déjà, donc quelques mois après la mort d'Hervé Barzik, il y a des premières choses qui remontent des services des polices, des signaux d'ailleurs qu'ils n'ont pas ignorés, puisqu'ils les ont entendus, mais qu'en revanche, ils n'ont pas exploité jusqu'au bout. Et qu'aujourd'hui, les enquêteurs sont bien démunis parce que, encore une fois, il n'y a plus d'éléments matériels. On ne peut plus faire les relevés de bornage maintenant. Les gens ont peut-être changé de téléphone, les antennes ne gardent pas ces informations pendant des années et des années. Aujourd'hui, en 2021, du coup, presque plus de 10 ans même après le début de l'affaire, où en est le dossier, tant sur le volet policier que judiciaire? L'instruction est toujours ouverte. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'instruction a été jointe. C'est-à-dire les 5 noyés de la Deûle ont été regroupés dans une seule et même enquête. Après que les policiers aient analysé et pu repérer des points de convergence ou des différences, ils ont décidé de nouveau de les disjoindre. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'affaire Barzik, donc ce musicien rock qui est le dernier noyé de la Deûle. Lui, il est de son côté avec une instruction qui se poursuit. Et de l'autre côté, il y a les 4 autres noyés de la Deûle qui sont ensemble dans un même dossier, avec une assez difficile visibilité sur ce qui se passe exactement sur ces dossiers-là. En tout cas, les familles, c'était une de leurs demandes, n'ont pas été entendues aux dernières nouvelles par le juge d'instruction, et c'était pour le coup un de leurs souhaits. Et effectivement, le calendrier judiciaire n'est pas encore fixé à ce sujet-là, toujours pour le coup. C'est une enquête qui est toujours ouverte sur les 2 cas. Et le livre de notre invité, je le redis, il s'appelle Les Morts de la Deûle et il est paru chez J.C. Lattès. Merci à Thomas Stathus pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.